chaque personne sur Terre mérite de mener une vie saine. Mais dans de nombreuses régions d'Afrique, les gens n'ont pas accès à des médicaments de qualité à un prix abordable. Afin de changer cela, Shalina Healthcare a été fondée il y a plus de 30 ans en ayant pour mission de fournir des produits pharmaceutiques de qualité, facilement accessibles et à des prix abordables aux Africains qui en ont le plus besoin. Our mission to provide quality medicines that are affordable and available guides every decision that we make here at Shalina Healthcare. From which new products to launch, to the investments in our manufacturing plant, and to where to open a new distribution depot in Africa. We do this because real lives are at stake and we are passionate about making a meaningful contribution in Africa. Avec l'augmentation prévue de la population en Afrique au cours des prochaines années, de plus en plus de personnes ont besoin d'un meilleur accès à des médicaments abordables et de qualité. C'est pourquoi son marché pharmaceutique connaît l'une des croissances les plus rapides au monde. Shalina a participé à cette croissance au fil des ans et est devenue l'une des organisations les plus fiables en Afrique subsaharienne, avec un portefeuille diversifié de marques leaders du marché et plus de 350 produits dans 12 catégories thérapeutiques approuvées à la fois par les patients et les médecins. Étant donné que la qualité est un aspect fondamental chez Shalina, tous nos médicaments proviennent d'usines approuvées par l'OMS et ils sont soumis à des contrôles de qualité dans des laboratoires en Inde et en Chine afin de garantir le respect des normes de qualité les plus strictes. Notre usine en Inde a été agréée par le gouvernement pour chaque pays où nous opérons et il a été en mesure de fabriquer 110 millions de comprimés, 90 millions de gélules, 11 millions de tubes et 4 millions de flacons de lotion. Les médicaments de Shalina sont distribués dans plus de 15 pays de l'Afrique subsaharienne. Contrairement à la plupart des sociétés pharmaceutiques, nous opérons une chaîne d'approvisionnement de bout en bout avec un réseau en expansion de plus de 30 centres de distribution Shalina à travers l'Afrique qui approvisionnent directement les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies et les ONG. We are able to deliver quality medicines at affordable prices because we have full control of the supply chain from our own manufacturing facilities to our 30 distribution centers across Africa. Therefore, we cut out the middlemen and pass on these savings to our customers who are in effect buying directly from WHO quality approved facilities. Chez Shalina Healthcare, il ne s'agit pas seulement de fournir un produit. Nous croyons fermement à l'importance de s'impliquer dans la communauté et de fournir un soutien de toutes les manières possibles pour assurer une meilleure qualité de vie. Une équipe de plus de 300 professionnels organise des séminaires médicaux, des réunions pharmaceutiques, des présentations de produits et des initiatives de sensibilisation des patients, tout cela pour un meilleur avenir. De plus, Shalina offre régulièrement des bourses d'études et fait des dons à des initiatives importantes telles que la construction des puits, d'écoles et d'églises. Avec la demande croissante de médicaments Shalina, nous élargissons continuellement notre implantation en Afrique. Mais rien de tout cela ne serait possible sans le dévouement de plus d'un millier d'employés qui luttent chaque jour pour l'excellence et qui croient au droit de chacun à des médicaments de qualité et abordables. Chez Shalina, nous nous engageons à trouver des solutions durables pour la santé de l'Afrique, tout en restant fidèles à notre mission première, qui est de fournir des produits de qualité, abordables et disponibles. Nous sommes fiers de contribuer à construire un avenir meilleur pour les personnes dans le besoin.
Merci beaucoup. Nous remercions la firme Shalina pour l'occasion qu'il nous donne. J'ai toujours dit qu'il y a eu confinement à travers le monde, mais au moins il y a des stratégies qui ont été prises par-ci, par-là pour ne pas confiner la science, au contraire, pouvoir la déconfiner. Et donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir animer cette séance de partage par vidéoconférence avec mes brillants confrères et amis. Et donc, aujourd'hui, la séance va essentiellement porter sur la gestion du diabète sucré au-delà de la recherche de la normalisation de la glycémie. Et donc, vous allez bien comprendre ces thèmes. Le fait que dans la plupart des cas, lorsqu'on est face aux patients diabétiques, tout le monde, tout praticien, tout clinicien cherche à normaliser la glycémie. Mais réellement, dans cette recherche-là de la normalisation, y a-t-il pas autre chose qu'il faut faire plus? Voilà ce qui va donc être le motif de notre entretien de cet après-midi. Et donc, je suis là, le docteur Rémi Kapongo du service d'endocrinologie au département de médecine des cliniques universitaires de Kinshasa. Et mes amis sont tous aussi des cliniques universitaires de Kinshasa. Bien évidemment, docteur Longo Augustin, qui est du service de néphrologie de la même institution. Il y a aussi notre ami Noël Ochudi, qui est au service de cardiologie, une fois de plus, au clinique universitaire de Kinshasa. Et donc, voilà, nous sommes à trois. Nous allons donc échanger longuement cet après-midi. Soyons à l'aise. Je vais commencer. Et donc, le programme de cet après-midi va donc porter sur une petite introduction que je vais donc donner. C'est en fait en rapport avec le diabète sucré de manière générale. C'est alors qu'on va passer à l'étude des cas. En fait, on n'a pas voulu centrer la séance d'aujourd'hui sur des théories qui ne cessent de se multiplier parce qu'en réalité, ces théories, nous les avons de par nos cours, nos réunions, nos stages que nous avons eu à faire. Mais aujourd'hui, nous avons voulu beaucoup plus accorder la parole aux éminents confrères, partout où ils sont, pour qu'ils puissent poser leurs problèmes, mettre en exergue leurs difficultés. C'est vraiment, une fois de plus, une occasion de remercier Shalina parce qu'il permet aujourd'hui en conclave de réunir un endocrinologue, un néphrologue, un diabétologue. C'est donc vraiment une occasion à ne pas rater. Et donc, vous poserez des questions. Plusieurs fois, quand on a eu des séances auparavant, il y a eu des questions qui étaient posées. Peut-être j'étais limité tout simplement parce que je n'étais pas cardio ou alors je n'étais pas néphro. Mais aujourd'hui, je crois que la dernière étape sera très intéressante. Voilà pourquoi, par rapport à l'étude des cas, il y aura un point de vue du diabétologue. Je vous dirai ce qu'il faut et donc vous comprenez, ça sera plus en rapport avec la normalisation de la glycémie. Et après, on va passer la parole au docteur Longo Augustin qui va nous donner les points de vue du néphrologue lorsqu'il il reçoit un patient diabétique ou on lui réfère, on lui adresse un patient diabétique. Nous aurons aussi en troisième lieu les points de vue du cardiologue. Et donc, tous ces points de vue-là seront illustrés par des cas cliniques et en fonction de cela, on verra comment passer maintenant à l'étape de discussion. Et donc, pendant que nous serons en train de présenter nos PV, surtout avec des cas cliniques, il y aura peut-être des questions qui seront posées. Ça sera juste pour vous permettre de réfléchir. Vous réfléchissez sur ça, vous avez une idée de votre diagnostic, une idée de votre traitement, une idée des examens qu'il faut demander. Après, nous-mêmes, nous allons répondre après à ces questions-là. Et vous saurez vous-même si réellement vous étiez dans la même réflexion, dans la même logique que nous ou pas. C'est seulement à la fin qu'à l'étape de discussion, on va donc partager les différentes questions. Donc, vous poserez vos questions en précisant à qui vous adressez la question. Si c'est à moi, si c'est au docteur Noël, qui est cardiologue, je répète, ou bien au docteur Ogi Longo, qui est néphrologue, vous préciserez. Et à l'étape de discussion, nous allons donc essayer de répondre à plus de questions possibles en fonction du temps qui nous sera disponible. Et donc, par rapport à l'introduction, sans plus tarder, le diabète sucré est un réel problème de santé publique. Cette diapo, c'est juste pour vous montrer que déjà en 2019, on a dénombré 400 millions de patients diabétiques. Et les projections de la Fédération internationale du diabète font état de 700 millions d'ici 2045. Donc, on va dépasser plus de demi-milliard de patients diabétiques. Et on pense que de 2019 à 2045, l'augmentation sera de 51%.
Mais lorsque vous regardez au niveau de l'Afrique, notre continent, et donc vous avez une augmentation qui sera à peu près de 143%, donc un réel problème de santé publique. Oui, et regardez avec cette courbe, depuis que nous dénombrons le nombre de diabétiques, eh bien, depuis 2000 jusqu'en 2019, la courbe ne fait qu'augmenter. En aucun moment, cette courbe n'a stagné. Donc, c'est pour vous faire voir que le nombre de patients diabétiques ne cesse d'augmenter. On continue à les dénombrer. D'ailleurs, il y a une bonne proportion de patients qui passent même inaperçus sans le savoir, jusqu'à même à présenter des complications et mourir. Et donc, parce que le nombre de patients diabétiques ne fait qu'augmenter, parce que la prévalence et l'incidence ne font qu'augmenter, vous comprenez qu'il y aura aussi des complications. Et donc, si vous prenez le diabète sucré, vous prenez les complications, ça vous fait vraiment une maladie évolutive. Et cette diapositive a son importance dans le sens que au moment où vous pensez que vous posez le diagnostic, ce n'est pas le moment que le diabète sucré vient de commencer, parce que nous parlons plus du diabète de type 2 qui pose beaucoup plus de problèmes. La physiopathologie, le mécanisme le plus incriminé, c'est l'insulino-résistance. Et donc, en jaune, lorsque l'insulino-résistance est là, elle s'installe, elle est là pour toujours. La fonction bêta-pancréatique va essayer de pouvoir compenser, lutter contre cette résistance en produisant davantage l'insuline, mais par après, cette fonction-là va se fatiguer et donc ça va commencer à baisser. Au point que les jours où vous posez votre diagnostic, il y a déjà une baisse de la fonction bêta-pancréatique avec la persistance de l'insulino-résistance. Et regardez déjà là, les complications macrovasculaires, microvasculaires sont déjà là. Donc, généralement, quand on pose le diagnostic, les complications sont déjà là. Et donc, lorsque vous cherchez à formuler votre diagnostic, parce que vous ne pouvez jamais si la formulation diagnostique n'est pas correcte. Et donc, le patient là viendra, il a une sorte de polymorphisme clinique. Il aura des signes en rapport avec la décompensation métabolique, donc la polyurie, la polydipsie, l'asthénie et tout ce que vous connaissez, mais pas avoir aussi un qui n'est qu'en rapport avec l'étiologie de ce diabète-là, si c'est un type 1 ou si c'est un type 2. Ou il peut avoir aussi une clinique en rapport avec les facteurs qui déséquilibrent ce diabète. Généralement, ce sont des infections, de l'organisme clinique en rapport avec un paludisme grave, en rapport avec une pneumonie, pourquoi pas en rapport avec une COVID-19. Et enfin, il y aura aussi une clinique probablement en rapport avec les complications. Donc, il peut avoir une insuffisance rénale, il peut avoir une cardiopathie ischémique, etc. Et donc, lorsque vous posez votre diagnostic, donc vous précisez que c'est du diabète. Bon, aujourd'hui, vous pouvez ne pas compléter sucré parce qu'on ne précise pas c'est sucré. Si on veut préciser, c'est à compléter insipide ou autre. Et donc, vous précisez les types parce que c'est important. Dites le type D. Vous précisez si c'est équilibré ou pas. Donc, vous allez dire c'est déséquilibré. Et quand vous pensez que c'est déséquilibré, vous dites ce qui a déséquilibré ça. Par exemple, par un facteur infectieux, par la malaria, par la pneumonie. Et vous précisez la complication éventuellement trouvée. Ici, par exemple, vous pouvez dire compliqué des néphropathies diabétiques, par exemple. Et n'oubliez pas de dire les risques cardiovasculaires qui est associé à ça. Et donc, voilà, quand nous formulons nos diagnostics, il faut que ces 5 éléments se retrouvent absolument. Arrêtez de mettre dans votre dossier diabète. Arrêtez de mettre dans votre dossier diabète ce que vous arrêtez là. Il faudra alors dire les types, l'équilibre ou pas, si il y a des déséquilibres, par quoi, s'il y a des complications, lesquelles, et donner une idée sur les risques cardiovasculaires. Et donc, pour soigner les malades, nous sommes de la même école, nous donnons toujours les objectifs et après les moyens vont suivre. Donc, par rapport aux objectifs, il faut normaliser la glycémie. Voilà ce qui va vraiment m'intéresser. C'est là où je vais donner mon point de vue. Il faut traiter les facteurs de déséquilibre éventuels. Bon, là, c'est de la médecine générale, soigner la pneumonie, soigner la COVID, soigner le paludisme. Vous allez traiter les complications, selon qu'elles sont rénales, selon qu'elles sont oculaires, elles sont cardiovasculaires. Et bien évidemment, il y a parfois aussi des diabètes qui sont secondaires. Il faudra rapidement traiter la cause. Et n'oubliez pas de prendre en charge les autres facteurs cardiovasculaires. Y a-t-il une dyslipidémie? Y a-t-il une obésité? Il faut toujours prendre cela en charge. Et donc, voilà, maintenant, quel est mon point de vue dans la prise en charge du diabète sucré? Et donc, il faut chercher à normaliser la glycémie. D'ailleurs, les sujets d'aujourd'hui, c'est au-delà de la recherche de la normalisation, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Mais moi, d'abord, il faut normaliser cette glycémie
parce que les études ont montré que les complications chroniques du diabète sucré est proportionnellement à l'élévation de l'hémoglobine glyquée. Donc, on doit normaliser la glycémie et pour cela, parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont incriminés aujourd'hui, il y a aussi plusieurs molécules qui se retrouvent sur le marché. Et donc, il faut soigner. Quel est le point de vue du diabétologue? Mon point de vue, c'est que la prise en charge doit être précoce. Il faut vite normaliser. Cette diapositive vous montre les phénomènes de la mémoire métabolique, c'est-à-dire deux personnes ayant la même durée de diabète, la même ancienneté, ils ont les mêmes hémoglobines glyquées, elles ont les mêmes hémoglobines glyquées. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une qui va présenter des complications et pas l'autre. Tout simplement pourquoi? Parce que si aussitôt qu'on a posé le diagnostic, on a été rigoureux dans la normalisation de la glycémie, ces patients-là, plus tard, même si l'hémoglobine glyquée est montée, ils ne vont pas présenter les complications chroniques. Du moins, ça sera une incidence qui va être vraiment très moindre par rapport à celui qui, après avoir posé le diagnostic de diabète, on a négligé, on l'a laissé comme tel. Et plus tard, même si vous cherchez à normaliser la glycémie, eh bien, il a gardé une mauvaise mémoire métabolique, il va présenter donc des complications. Et les objectifs, de manière générale, on cible un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 7%, une glycémie à jeun entre 80 mg et 130 mg par décilitre, et une glycémie postprandiale, faites un effort que ça soit moins de 180 mg par décilitre. C'est de manière générale, mais on peut toujours voir au cas par cas les approches centrées sur le patient selon qu'il est plus âgé, qu'il a beaucoup de comorbidités, qu'il n'est pas autonome, qu'il doit être dépendant, etc. On peut toujours cibler, mais de manière générale, c'est vraiment là les objectifs thérapeutiques. Et il existe aujourd'hui les algorithmes. Voilà un exemple des consensus centrés sur les patients. Tout le monde est d'accord qu'on commence avec la metformine, mais par après, si on n'atteint pas l'hémoglobine glyquée cible, on choisit en deuxième intention une molécule autre que la metformine, en troisième intention une molécule autre que les deux précédentes, jusqu'à ce qu'on introduira l'insuline. Et la Fédération internationale du diabète, surtout pour l'Afrique subsaharienne, même pour nous les Congo, est claire. Pas beaucoup de tergiversations. Si la metformine n'a pas répondu, introduisez un sulfamide hypoglycémiant. Et si vous n'atteignez toujours pas une hémoglobine glyquée cible, et donc vous pouvez déjà démarrer avec l'insuline. Et donc, le point de vue du diabétologue, c'est vous demander de pouvoir normaliser la glycémie parce que le fait seulement de réduire d'un seul pourcentage l'hémoglobine glyquée, regardez comment vous réduisez les risques cardiovasculaires, vous réduisez de 14% l'infarctus du myocarde, de 37% des complications microvasculaires. Là, mon ami Augustin va se retrouver, je vais réduire. Le fait d'un sang, j'ai réduit de 37% pratiquement les risques des complications microvasculaires, rétinopathie, néphropathie, ainsi de suite. Et on réduit sensiblement les décès de manière générale liés donc au diabète sucré. Et donc, pour conclure ce point de vue du diabétologue, c'est que ne soyez pas en inertie. Donc, vous commencez la prise en charge de votre patient. Allez-y, 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 allez-y. Le plus important, c'est de pouvoir contrôler l'hémoglobine glyquée inférieure à 7%, glycémie à jeun entre 80 et 130, et puis la glycémie postprandiale, que ça ne puisse pas être au-delà de 180 mg par décilitre. Et donc, les autres mesures existent. Et donc, moi, je suis seulement dans voilà pourquoi j'ai commencé l'optimisation du contrôle glycémique. Je suis là. Les autres aspects, évidemment, les autres confrères pourront donner leur point de vue par rapport à ça. Et donc, cela nous amène à parler, maintenant, à illustrer ce que nous venons de dire par ce cas clinique. Et donc, chers amis, les cliniques là, les questions sont là. Je vous ai dit comment il faut toujours reformuler face à les diagnostics. Et donc, vous êtes en train de réfléchir avec moi pendant que moi, je lis les cas cliniques. Proposez-vous déjà des réponses à côté sur vos petits papiers, etc., tout ça là. Et puis, quand je vais essayer de répondre, vous allez voir si vous avez été dans le même esprit que moi. Et donc, nous sommes devant une femme de 66 ans avec une taille de 162, un poids de 79 kg. Heureusement, on a déjà calculé le body mass index, c'est 30 km². Il présente quand même des œdèmes des membres inférieurs. Et bon, lorsqu'on recherche son pouls, le postérieur est faible, le pédier, on ne le sent même pas, on ne l'a pas. Et puis, on nous dit dans ses antécédents que c'est un diabétique depuis 2 ans. Voilà, diabétique depuis 2 ans.
Et il a même eu à faire un infarctus du myocarde il y a 6 mois, bien que je n'insisterai pas beaucoup là-dessus. Mon ami Noël va s'en charger. Et sur le plan familial, rien de particulier. Qu'est-ce qu'il a comme traitement en cours? Metformine, des fois 500 mg. Et il y a encore 6 mois, son hémoglobine glyquée était à 11,5. Une glycémie à 110. La postprandiale, 2 heures après les repas, à 4,3, avec une créatinémie à 1,6 mg par décilitre. Le taux de LDL est à 80. Voilà donc ce cas clinique. Réfléchissons ensemble. Réformule un peu les diagnostics. Tu dis s'il y a diabète, éventuellement, est-ce que c'est déséquilibré? Si vous pensez que c'est déséquilibré, par quoi? Et les complications, et dites quelque chose par rapport à son risque cardiovasculaire. Ça, c'est dans la reformulation du diagnostic. Et après, vous allez chercher à compléter les bilans. Vous pensez compléter les bilans de quelle manière? Avec quoi? Est-ce que ce qu'on a là ne suffit pas? Faut-il ajouter davantage? Et puis, bon, il faut toujours proposer un traitement parce que dans tous les cas, tout ce que nous disons là, c'est bien, mais les malades est guéri lorsqu'il a reçu un traitement. Ce n'est pas lorsqu'on a expliqué son problème. Et donc, après ces quelques minutes de réflexion, je crois que bon, voilà, on peut y aller. Et donc, si nous pensons pouvoir reformuler des diagnostics, voilà, il y a déjà un diabète sucré, oui, parce que déjà depuis 2 ans, il est connu diabétique. Donc, et on nous a déjà dit que c'est le type 2. Donc, sûrement qu'on a eu déjà des preuves avant, donc qu'il produit bien son insuline, mais c'est peut-être cette insuline qui n'agit pas. Donc, un diabète probablement de type 2. Alors, on a la glycémie à 310. Là, c'est pour nous dire équilibré ou pas. Bien sûr, on a dit qu'on doit avoir entre 80 et 300 et 130. Donc, déséquilibré. Bon, déséquilibré ici par quoi? On ne nous a pas donné aujourd'hui quel est son tableau. Donc, on ne voit pas d'emblée. Mais regardez les traitements qu'il a. Diabétique depuis 2 ans, avec l'hémoglobine qu'on a là-bas, sûrement que ce traitement est insuffisant. Donc, si on peut dire que c'est déséquilibré, normalement, par un traitement inadéquat, insuffisant, etc. Eh bien, après, il faut dire si c'est compliqué. Compliqué par quoi? Déjà là, c'est quelqu'un qui a déjà fait une infarctus du myocarde, il y a déjà ce problème-là. Voilà, on nous parle qu'il a des fourmillements au niveau des doigts, au niveau des orteils. Donc, j'ai évoqué une neuropathie. Voilà, on nous dit qu'il y a des édèmes des membres inférieurs, là, Augustin était de m'attendre là-dessus, mais ces édèmes-là, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est d'origine cardiaque, d'origine rénale. Bon, on n'a pas parlé des dyspnées, on n'a pas parlé de tout ça, probablement, c'est d'origine rénale. Donc, possibilité qu'il y ait déjà une néphropathie diabétique, d'autant plus que si vous regardez encore la créatinine, là, il est à 1,6. Rapidement, si on calcule la clairance, on estime, Guy va revenir sur ça. Je ne sais pas si on est autour de quelle valeur. En fonction de cette clairance-là, on pourra dire à quel stade de la maladie rénale ou de l'insuffisance rénale on est. Et après, on a un pouls tibial qui est postérieur faible, pédier qui est absent pratiquement. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une artériopathie oblitérante au niveau des membres inférieurs? Donc, voilà seulement les cas tels que ça se présente là. Dans ma reformulation diagnostique, j'ai essayé d'évoquer le diabète, l'équilibre ou pas. Ici, c'est déséquilibré. Par quoi? J'ai dit les traitements ne me rassurent pas et les complications en présence. Et s'il faut évaluer les risques cardiovasculaires, mes chers amis, Noël est là, je ne veux pas le précéder. Quand quelqu'un a déjà fait une infarctus du myocarde, c'est-à-dire l'événement qu'on veut éviter, s'il en a déjà fait, donc le risque cardiovasculaire est déjà très élevé. Et donc, voilà. Ça, c'est en rapport avec la reformulation diagnostique. Et donc, pour compléter les bilans, bien évidemment, quand vous voulez compléter les bilans, on suit toujours l'ordre des formulations diagnostiques. Comparer mon bilan. Ici, le diabète a déjà été confirmé, je ne me dérange pas là-dessus. Il y a l'hémoglobine glyquée qui est à 11,5, mais il y a 6 mois, j'aurais besoin de connaître aujourd'hui c'est combien. Donc, je peux demander une hémoglobine glyquée contrôle pour que je puisse apprécier les niveaux de contrôle glycémique au long cours. Pourquoi ne pas demander le C-peptide ou l'insulinémie? D'ailleurs, il n'a jamais reçu l'insuline, donc on peut doser l'insulinémie et le C-peptide pour nous dire si ce malade n'est pas déjà en insulino-récurrence ou bien, bon, il continue encore à produire son insuline. Donc, ça, c'est par rapport au diabète. Et puis, je vais demander les examens par rapport aux complications.
Si je pense qu'il y a des complications rénales, je n'insiste pas là-dessus. Docteur Ogui va revenir sur ça. S'il y a des complications cardiaques, il a déjà eu à faire un infarctus du myocarde dans le passé et donc il y aura des examens qu'il faudra faire, les échos, les ECG de contrôle, au BNP, etc., etc. Vous pouvez l'imaginer. Et puis par rapport au reste des facteurs de risque cardiovasculaire, ici on a fait que le LDL, ce n'est pas suffisant. Il faudra aussi doser le cholestérol total, doser les HDL, parce que dans les consensus aujourd'hui, il n'y a pas que les LDL, parfois on peut faire recours au non-HDL aussi. Et puis, les triglycérides aussi doivent être demandés. Bon, voilà. Alors, quand on me demande de proposer les traitements, je vais juste me limiter au traitement par rapport à la normalisation de la glycémie. Ça, c'est le point de vue d'un diabétologue. Ici, c'est un cas pour expliquer comment il y a une diabète. Comment pouvez-vous imaginer que ce malade, depuis 2 ans, connu diabétique, il a une hémoglobine glycée à 11,5 il y a 6 mois, mais qui ne garde que la metformine des c'est amplement insuffisant. Donc ici, tout est à pouvoir passer à un autre palier, ajouter une deuxième, une troisième molécule, mais hélas, je suis inquiet par rapport à son taux de créatinine, dont la valeur, une fois qu'on estimait, qu'on évaluait la clairance, risque d'être en deçà des valeurs permettant la prescription de la metformine, et donc il faudra voir comment pouvoir changer. Et pour un malade qui a déjà fait l'infarctus du myocarde, qui a une atteinte rénale, on craint une athéropathie, je crois ici, une insulinothérapie pourra être vraiment initiée en commençant par une basale et puis en remontant. Voilà à peu près là où je peux donc m'arrêter pour l'instant par rapport à ce cas clinique. Si vous avez réfléchi dans les mêmes ordres d'idées que moi, c'est une bonne chose. Les restes, on verra ça plus tard à l'étape de discussion. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à mon très cher ami Augustin Longo, qui lui va nous donner donc les points de vue par rapport à la néphrologie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Rémy, de m'avoir passé la parole. Avant toute chose, je voulais remercier Shalina et les organisateurs de cette matinée de nous avoir associés dans ce webinaire qui va sans doute concerner les différents aspects dans la prise en charge du diabète que mon collègue endocrinologue, diabétologue a si bien résumé. Nous allons donc aborder le point de vue des néphrologues parce que, comme vous le savez, la néphropathie diabétique, parce que de ça qu'il s'agira, est l'une des complications la plus redoutée de la maladie diabétique, surtout lors de son suivi. Il va sans doute que quand il y a une détérioration ou l'apparition des stigmates qui témoignent d'une atteinte du rein, ça marque un tournant pour la simple raison que la maladie rénale constitue, la néphropathie diabétique constitue, je m'excuse, voilà, constitue un tournant dans la vie du patient diabétique. Comme vous le savez, le docteur Rémy l'a dit, environ 463 millions de personnes qui sont touchées par le diabète. Nous en étions, il n'y a pas longtemps, à 250 millions. Et les estimations disaient que d'ici 2025, nous serons à 500 millions. Là, nous sommes en 2020, mais nous en sommes déjà à près de 500 millions de patients diabétiques. Et cette augmentation exponentielle explique aussi l'augmentation du nombre de personnes qui vont développer des complications chroniques et microvasculaires, notamment la néphropathie diabétique. Donc, c'est une complication majeure dans le suivi d'un sujet diabétique, d'où il est important d'identifier les facteurs, d'en comprendre des mécanismes pour planifier sa prévention, sinon sa prise en charge secondaire avant le développement d'une insuffisance rénale terminale. L'histoire naturelle, comme on l'a dit, elle est très différente selon qu'il s'agit de personnes de type 1, parce qu'il n'est pas question ici, comme vous l'avez si bien remarqué, dans la majorité des cas, plus de 90%, ce sont des patients diabétiques de type 2. Donc, nous allons plus nous baser sur ça. Si j'ai mis ces diapositives, c'est juste pour vous rappeler les différents stades tels que vous les connaissez.
qu'entre le développement d'une néphropathie au stade initial, traduit généralement par une microalbuminurie que vous connaissez, et le passage d'une microalbuminurie vers une macroalbuminurie qu'on appelle la protéinurie ou l'albuminurie, fait intervenir d'autres facteurs, et dans le diabète de type 1, c'est généralement au bout de quelques années, habituellement au bout de 5 à 10 ans. Et le développement d'une néphropathie ouverte, dont la traduction, comme nous l'avons vu, c'est une macroalbuminurie ou une albuminurie, prendra encore plusieurs années avant le développement d'une insuffisance rénale terminale. Ça, c'est le schéma stéréotypé que tout le monde connaît. Mais ce schéma, bien qu'il soit supposable chez des patients diabétiques de type D, mais il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir, si bien que l'interprétation d'une protéinurie chez un sujet diabétique de type D n'a pas la même signification que chez un sujet diabétique de type 1. Parce que dans le type D, comme vous pouvez le remarquer sur ces résumés, eh bien, vous constatez qu'au moment du diagnostic, comme Dr Rémy l'a dit, plusieurs éléments peuvent être déjà présents. Et la protéinurie, dans ce contexte-là, qu'il soit micro ou macro, parce que selon les cas, elle représente plutôt un facteur de risque élevé de décès par mortalité cardiovasculaire. Cela sous-tend que l'apparition d'une protéinurie chez un patient diabétique doit pouvoir nous inquiéter et nous interpeller pour voir dans la prise en charge des sujets diabétiques qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et comme le montre sur ces schémas, il s'agit généralement d'une microalbuminurie qui peut être même présente au moment du diagnostic du diabète sucré, ou bien même une albuminurie qui est déjà au-delà de ça et même parfois néphrotique. Donc, n'attendez pas, ne vous attendez pas dans le diabète de type D qu'au moment du diagnostic du diabète sucré, que vous puissiez assister à attendre des années pour le développement d'une macroalbuminurie. En tout cas, cette superposition telle que ça a été toujours enseigné n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, mon collègue Dr Rémy l'a si bien démontré dans le diapositive qui a précédé pour vous montrer tous les cas de figure auxquels nous pouvons être confrontés. Et bien sûr, son diagnostic va faire intervenir plusieurs signes. Il y a des signes néphrologiques chez les sujets diabétiques de type 1, comme l'on sait. Chez les sujets diabétiques de type 1, généralement, la protéinurie précède l'apparition de la macroalbuminurie. Et la macroalbuminurie se développe généralement après plusieurs années, généralement après 10 ans de suivi de diabète, ce qui n'est pas le cas chez les sujets diabétiques de type 2. Donc ça, c'est un élément déjà qui vous permettra à différencier, à poser les diagnostics de néphropathie diabétique chez les sujets diabétiques de type, qu'ils soient de type 1 ou de type D. Donc dans le type D, ne vous attendez pas qu'il y ait plusieurs années s'écoulent, parce que nous venons de le dire, au moment même du diagnostic, vous pouvez déjà avoir une protéinurie, pourquoi pas même une insuffisance rénale qui est déjà présente. Donc ça, c'est un élément qui nous aidera. L'autre élément, c'est la durée d'évolution de la maladie. L'âge des patients pourrait aussi aider, et bien sûr, les signes associés. Un contrôle glycémique suboptimal au long cours, comme Dr Rémy l'a dit dans les case reports qui a précédé, c'est un marqueur de risque qui va engendrer la mémoire glycémique et hyperglycémique avec les conséquences dont il a fait allusion tout à l'heure. Et c'est d'autant plus important, c'est un des facteurs qui va intervenir dans la physiopathologie de la néphropathie diabétique. Donc, il faut en prendre en compte le niveau de contrôle de son diabète dans les années précédentes ou bien au moment où vous posez les diagnostics. Quelqu'un qui a déjà des taux d'hémoglobine glycée très élevés ou qui a des complications, soit micro ou macrovasculaires, c'est un patient qui a beaucoup plus malheureusement des chances d'avoir une néphropathie diabétique et une autre complication. Et enfin, bien sûr, nous pouvons aussi nous aider par la présence des autres complications du diabète que l'on doit rechercher, soit par l'examen clinique, soit par la paraclinique. Ça, c'est encadré, c'est pour vous résumer l'approche de la néphropathie diabétique, l'approche multidisciplinaire, comme Dr Rémy l'a dit, bien qu'il n'a pas voulu pénétrer en profondeur, comme nous l'avons dit. Nous allons nous limiter aujourd'hui, c'est l'aspect purement néphrologique. Et comme vous allez vous rendre compte, l'approche, elle est multifactorielle, c'est-à-dire on va prendre en compte plusieurs facteurs au même moment pour pouvoir obtenir un bénéfice, soit en termes de réduction de la microalbuminurie, là c'est dans la prévention primaire, dans l'apparition de la microalbuminurie, là c'est dans la prévention primaire, ou dans la progression de la micro vers la macro, là c'est dans la prévention, ou alors c'est de ralentir la progression vers le stade terminal. Donc, l'approche, elle va être différente selon le stade de la maladie,
selon les complications qui présentent ou le profil des risques cardiovasculaires chez ces patients et bien évidemment selon les comorbidités que présentent ces patients. Je vous présente cette observation que j'ai prise d'un collègue diabétologue qui est en France, docteur Sophie Renaud, à qui je remercie. C'est un sujet diabétique de 70 ans, hypertendu, diabétique depuis 10 ans, qui a une IMC à 35 kg par mètre carré. Son bilan de routine montre une créatinine à 180 micromoles par litre. Je le fais sciemment de le mettre à l'unité internationale parce que vous devez savoir que la créatinine peut s'exprimer à l'unité en milligrammes par décilitre, ce qui est courant, ou en micromoles par litre. Et lorsque vous avez l'unité en micromoles par litre, vous devez diviser par 88,4 pour avoir la valeur en milligrammes par décilitre. Et ce qui fait, après calcul, nous obtenons un débit de filtration glomérulaire estimé par la formule MBRD à 24 ml par minute par 1,73 mètre. Vous savez, c'est une formule qui est déjà adaptée à la surface corporelle du patient, ce qui permet de s'affranchir du poids et du poids du patient. Et on nous rappelle qu'en 2015, ce même patient avait une créatinine à 150 micromoles par litre et en 2016, il avait 160. Donc, vous remarquez qu'en quelques années, sa créatinine n'a cessé de monter. Question, que présente cette patiente? A-t-il une insuffisance rénale aiguë? A-t-il une insuffisance rénale chronique au stade 3 ou au stade 4? S'agit-il d'une maladie rénale chronique? Faut-il les référer pour un avis néphrologique, oui ou non? Voilà la première préoccupation ou le premier questionnement que je vous soumets à votre attention. Donc, cette femme a un débit de filtration glomérulaire, comme vous le savez, la maladie rénale, la néphropathie diabétique fait partie de la maladie rénale chronique qui est généralement stadifiée en 5 stades en fonction de la présence des indicateurs et ou des indicateurs soit de l'atteinte structurale ou de l'atteinte fonctionnelle, ce qui permet de classifier les malades de stade 1, 2, 3. Dans le stade 3, vous avez le 3A, le 3B, selon que la clearance est supérieure à 45 ou inférieure à 45. Et enfin, vous avez une maladie rénale classée au stade 4 lorsque le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 ml la minute par 1,73 mètre carré. Et lorsque l'on atteint un débit de filtration inférieur à 15 ml pour la même unité, nous parlons de maladie rénale terminale. Dans le cas d'espèce, ce patient est donc au stade 3, puisqu'il est stade 3B. Non, il est plutôt au stade 4 parce que sa clearance est à 24. Ce n'est pas 3B, mais c'est plutôt 4. Donc ça, c'est une errata qui s'est glissée dans la présentation. Oui, il faut l'obtenir un avis néphrologique parce que le malade se trouve à un stade relativement avancé et qu'il faut des mesures de néphroprotection pour pouvoir ralentir cette progression vers le stade terminal. Donc, il est donc important de pouvoir en discuter avec les néphrologues pour mettre en branle les mécanismes de néphroprotection et éventuellement pouvoir obtenir une amélioration dans le sens qu'on peut retrouver les niveaux d'avant de 2015 ou de 2016. Voilà. Chez ces mêmes patients, quelles sont les propositions qui sont exactes? De manière générale, on nous demande, vous avez une idée de la prévalence des maladies rénales dans le monde? Ça, je vous l'ai mis pour nous en RDC. Sachez qu'un malade sur 10 environ présente une maladie rénale chronique. Et la maladie rénale chronique, parmi les causes, vous avez le diabète et l'hypertension. Et les deux pathologies représentent à elles seules plus de 50% des causes de maladie rénale chronique, ce qui représente un impact énorme pour ces deux pathologies. Or, l'on sait, nos patients diabétiques sont souvent hypertendus, voire au moment du diagnostic, ils ont déjà une hypertension. Donc, ce qui complique encore davantage chez nous la situation. Et la prévalence de l'insuffisance rénale chronique, vous vous rendez compte, c'est 0,2.
Cela s'explique tout simplement parce que au moment de survenir de la maladie rénale chronique, entre le risque de développer une insuffisance rénale chronique et les risques de présenter des événements cardiovasculaires, la plupart des patients meurent avant même d'arriver au stade de dialyse. Donc, ne soyez pas étonnés qu'au stade 5, que nous ayons très peu. Au fait, ce sont des rescapés, ceux qui arrivent au stade 5. Et les plus fréquents chez l'homme, et comme je l'ai dit, les principales causes, c'est le diabète et l'hypertension. Quels examens faut-il prescrire chez ces patients? Bien évidemment, on vous propose une liste. J'aimerais savoir quelle lecture vous faites par rapport à ça. Que feriez-vous en ayant classifié ces patients, en ayant eu connaissance des facteurs qu'ils présentent? Comment allez-vous proposer des investigations en première intention? Est-ce qu'il faut faire une échographie? Pour quelle information? Est-ce qu'il faut faire le dosage de l'albumine? Est-ce qu'il faut réaliser une biopsie rénale d'emblée? Chercher les marqueurs de l'auto-immunité ou une autre anomalie concomitante? Nous pensons que pour nous, en tout cas de notre point de vue, il est indispensable devant toute maladie rénale chronique, surtout lorsqu'il y a au stade d'insuffisance rénale chronique, qu'une échographie rénale soit automatiquement, systématiquement demandée. Ça vous donne une idée de la taille de rein, de l'écostructure du rein, et bien évidemment, surtout pour éliminer une cause obstructive, parce que c'est très important. Une cause obstructive, genre quelqu'un qui a développé une atteinte, une hypertrophie prostatique du fait de l'âge, notre patient 70 ans peut avoir une obstruction au niveau des bases appareils urinaires qui peut expliquer l'augmentation de la créatinine indépendamment de son diabète sucré. Donc, c'est déjà important d'avoir une échographie pour voir éliminer une cause obstructive, un obstacle au niveau des bases appareils urinaires qui peut expliquer la montée de la créatinine dont nous avions vu que ces patients avaient des valeurs plutôt relativement basses il y a 2-3 ans. Bien évidemment, il faut un bilan urinaire, un bilan sérique pour obtenir le marqueur structural ou fonctionnel de cette insuffisance rénale. Dans les cas où nous avons déjà la créatinine, nous devons réaliser les restes des examens pertinents, notamment le bilan urinaire que je vous ai mis là, classiquement. Beaucoup se demandaient quel est l'intérêt de doser la protéine de 24 heures quand on a la possibilité de faire le dosage de l'albumine créatinine. Nous reviendrons sur ça dans le détail si vous souhaitez. Même pour le choix des formules, est-ce qu'il faut utiliser la formule Concorde? Est-ce qu'il faut utiliser un BRD? Je pense que cette question-là sort de ces cas de ces webinaires. Mais retenez tout simplement qu'en présence d'une maladie rénale chronique que vous qualifiez d'une néphropathie diabétique, il faut pouvoir obtenir ces analyses qui vous permettra à stadifier la maladie. Sommes-nous à quel stade? Est-ce que nous sommes au stade de début, nous sommes au stade avancé ou bien nous sommes à un stade beaucoup plus au stade terminal? Ça nous permettra de pouvoir mettre des stratégies de prise en charge chez ces patients. Évidemment, si le malade se trouve déjà au stade 3, où les troubles ou les complications phosphocalciques sont présents, bien évidemment, un bilan minéral EOC, calcémie, vitamine D, parathormones sont indispensables chez ces patients. Cet patient a donc une néphropathie diabétique. Comme vous l'avez remarqué, il a une pression qui est élevée, il a une protéinurie, il est traité à l'insuline, mais en même temps avec des antidiabétiques oraux. Je vous ai cité la metformine et bien évidemment la glibenclamide. Question. Quelle modification allez-vous apporter à ce traitement? Vu le stade de la maladie, nous avons vu que ces patients au stade 4. Faut-il maintenir des antidiabétiques oraux? Faut-il les arrêter? Est-ce qu'il faut vivre avec l'insuline? Si oui, quel choix d'insuline? Faut-il prendre des insulines lentes, semi-lentes ou des insulines ordinaires? Toutes ces questions, ce sont la spécificité de la prise en charge de malades diabétiques lorsque l'on développe une insuffisance rénale ou une néphropathie diabétique en général. Il faut tenir compte du degré de début de filtration glomérulaire qui est un marqueur important. En ce qui concerne la metformine, toutes les recommandations sont unanimes pour dire que à partir du moment où le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 ml, il faut les arrêter. Il faut les arrêter pour la raison qu'à ce stade, si vous continuez, les complications est très élevées. Mais avant le stade, avant de
avant le seuil de 30 millilitres, la dose peut être diminuée de moitié. C'est-à-dire lorsque nous sommes entre 30 et 60 millilitres. Ne vous soyez pas emporté par la peur. L'incidence, certes, de l'acidose lactique a été rapportée dans beaucoup de séries, mais c'est une complication tant redoutée. Et toujours dire aux patients, à des moments précis, à quel moment ils peuvent s'adapter à des modifications de la vie. Par exemple, lorsqu'on est soumis à un examen ou lorsqu'on nous présente des vomissements, la déshydratation, pensez toujours à interrompre momentanément les traitements parce que ce sont des situations qui augmentent les risques d'acidose lactique. Il en est de même pour les sulfamidés, les glibenclamide. Bien évidemment, ils ont une élimination rénale. Par conséquent, l'utilisation ou la poursuite de ces traitements va exposer au risque des hypoglycémies, aux conséquences dont nous connaissons, avec même les risques de voir la maladie progresser, puisqu'il s'agit des sulfamidés qui ont un rôle ou un effet néphrotoxique prouvé. Donc, oui, il faut arrêter le glibenclamide et les sulfamides parentés. Bien sûr, nous verrons dans certaines situations, il y a certains cas où nous pouvons être amenés à juger les cas au cas par cas. Il faut introduire un inhibiteur du système rénine-angiotensine A. Bien, dans notre cas ici, c'est très important parce que parmi les mécanismes de néphroprotection que le néphrologue va mettre en place, c'est entre autres l'hyperstimulation de ces systèmes qui a à la fois des effets métaboliques hémodynamiques qui sont délétères, mais également la cascade de signalisation que cette stimulation va pouvoir déclencher par les biais soit de la hyperglycémie qui va aboutir à la progression ou à un stade beaucoup plus avancé. Donc, il faut penser à introduire ces molécules qui ont montré leur rôle quant au ralentissement de la néphropathie chez ces patients. Bien sûr, l'introduction des thiazidiques ou des bêta-bloquants, ça, je ne reviendrai pas pour le moment. Et enfin, quelle cible de tension artérielle? Bien évidemment, je pense que la question ne se pose plus aujourd'hui. Comme l'a dit Dr Rémy pour ce qui est de l'hémoglobine, actuellement, c'est la le 30-80, c'est ce que nous devons tous viser pour pouvoir espérer ralentir le cours de la néphropathie diabétique à des stades avancés. Donc, un bon contrôle de l'équilibre glycémique est capital de prise en décision, comme Dr Rémy l'a si bien dit, couplé à un bon contrôle des cibles tensionnelles. Et il faut faire tout pour atteindre cette cible-là. Généralement, en néphrologie, lorsqu'on arrive à ce stade-là, il faut parfois 2, 3, voire 4 traitements antihypertensifs combinés pour pouvoir atteindre cette cible-là. Donc, ne soyez pas dans l'inertie thérapeutique, docteur, il a si bien dit. Vous gardez le patient depuis des années en monothérapie avec des chiffres tensionnels toujours élevés. Donc, la cible tensionnelle en cas de néphropathie diabétique, elle est différente de la cible de l'hypertension, qui est de 140 sur 190. Bien évidemment, il faut des conseils diététiques. Que donnerez-vous comme consigne à ces patients? Il faut un régime protéique. Il faut maintenir un régime normosodé. Est-ce qu'il faut un régime hypercalorique? Et un régime en potassium. Ce sont quelques questions, quelques aspects spécifiques, mais indispensables dans la prise en charge de ces patients, parce que en toute situation, ces patients peuvent présenter des complications, et ces complications peuvent être les effets tout simplement de non-respect des mesures hygiéno-diététiques qui doivent être intégrantes en charge de ces patients. Un régime hypoprotidique dans notre milieu n'est pas justifié pour la simple raison que notre régime est déjà pauvre en protéines. Donc, généralement, nous maintenons un régime normoprotidique dans notre contexte. Régime normocédé, ça c'est aboli parce que les malades insuffisants rénales ou qui a déjà une néphropathie qui a évolué avec insuffisance rénale aura tendance à retenir le sel. Donc, c'est grave, source d'hypertension qui est en même temps un facteur qui va progresser la maladie. Voilà, donc nous partons d'un élément qui est le non-respect des régimes et on va aboutir à une maladie rénale qui va évoluer plus vite. Donc, il faut maintenir un régime hyposodé. Et généralement, un régime hyposodé, là, dans la pratique chez nous, c'est difficile à mettre en place. Voilà pourquoi nous recommandons un régime sans sel. Mais pas les aliments. Il faut éviter l'hyperhydratation pour les mêmes observations. Bien évidemment, il faut une hydratation adaptée à la soif du patient. Ce sont
les 3 recommandations que je venais de dire en termes d'apport d'eau, en termes d'apport de sel, bien évidemment en termes de régime. J'insiste beaucoup, ne pas mettre en place un régime pauvre en protéines parce que nous avons déjà un régime qui est très appauvri en protéines. Donc, en un mot pour finir, la néphopathie diabétique, c'est une complication grave du diabète sucré. Elle marque un tournant et se traduit généralement par différentes marques. Selon les différents stades, dans le diabète de type D, l'on peut distinguer un stade initial d'initiation, un stade intermédiaire, puis un stade avancé. Dans le diabète de type D, puisque sa physiopathologie fait intervenir plusieurs facteurs, donc le phénotype de néphropathie diabétique chez des patients de type diabétique de type D va être multifactoriel. Donc, vous allez avoir plusieurs facettes qui peuvent survenir au cours de l'évolution du diabète de type D. Certains, au moment du diagnostic, peuvent être protéinuries, macro, d'autres peuvent avoir une microalbuminurie, d'autres peuvent avoir déjà une insuffisance rénale, même sans microalbuminurie. Et le passage de microalbuminurie à la macroalbuminurie peut se faire en quelques mois, alors ce qui n'est pas normalement pas le cas dans le diabète de type 1. Toujours obtenir l'avis d'un néphrologue parce que ça marque un tournant puisqu'elle augmente les risques cardiovasculaires et les causes principales de décès chez les patients diabétiques, c'est la mortalité cardiovasculaire. Je vais pouvoir m'arrêter là pour laisser la parole à mon collègue Dr. John. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par le lien qui vous sera communiqué à la fin. Voilà, merci beaucoup pour la parole, Dr. Augustin Longo. Merci pour cette brillante présentation. Merci au Dr. Rémi Kapongo. Merci à vous deux, qui êtes mes aînés au clinique universitaire de Kinshasa. Alors, j'ai l'honneur de présenter cette partie cardiovasculaire sur la gestion de la prise en charge, la gestion de l'hyperglycémie, du diabète sucré au-delà de la normalisation de la glycémie. Et donc, pour commencer, je dis merci aux organisateurs, chacun, qui nous ont fait l'honneur de faire cette présentation. Alors, nous allons essayer de faire un petit résumé de l'atteinte cardiaque par le diabète sucré. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donner de manière assez simpliste les différentes atteintes du diabète sucré au niveau du cœur. On va les résumer essentiellement en 2 mécanismes et après, nous présenterons 2 cas cliniques qui vont épouser ces 2 mécanismes-là. Alors, d'entrée des jeux, il faut savoir qu'il y a un lien étroit entre le diabète et le cœur. Dans le sens, on considère que le diabète sucré augmente de 3 à 5 fois le risque de développer l'insuffisance cardiaque chez les diabétiques par rapport à la population générale. Et donc, voyez-vous, déjà, on comprend que le diabétique a un gros risque de développer une insuffisance cardiaque, passant par soit un problème de cardiopathie ischémique, soit par une cardiomyopathie diabétique intrinsèque. Alors donc, les 2 mécanismes par lesquels le diabète sucré va entraîner des atteintes cardiovasculaires sont effectivement la coronaropathie, donc la maladie ischémique, avec une atteinte des coronaires. Et le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle la cardiomyopathie diabétique. Et voilà, ça entraîne généralement, ça passe généralement par 3 mécanismes fondamentaux. On va en parler tout à l'heure. Alors, nous commençons par la coronaropathie. Il faut savoir que 65 à 80% des diabétiques présentent, au-delà du diabète, d'autres facteurs de risque cardiovasculaire associés qui vont, avec le diabète sucré, entraîner ce phénomène d'athérosclérose. Et ces facteurs de risque cardiovasculaire associés, nous citons essentiellement l'hypertension artérielle. Il y a l'augmentation du LDL cholestérol, il y a la diminution du HDL cholestérol, l'augmentation des triglycérides, le tabagisme, la prise excessive des boissons alcoolisées. Voilà, tous ces facteurs vont, avec le diabète sucré, entraîner ce phénomène d'athérosclérose, avec bien entendu la participation de la dysfonction endothéliale, qui passe essentiellement par une diminution de la production du nitrite d'oxygène au niveau de l'endothélium. Et à cela s'associe également le stress oxydatif. Et donc, tous ces mécanismes-là vont constituer ce qu'on appelle l'athérosclérose et vont déposer des plaques d'athérome à l'intérieur des parois vasculaires. Et donc, cette plaque d'athérome
qui se développe dans l'endothélium va diminuer le calibre des artères et donc entraîner une hypoperfusion au niveau de l'organe dont il est question, c'est le cœur. Donc, il y aura une diminution de la perfusion sanguine au niveau du muscle cardiaque qui va entraîner une maladie ischémique avec toutes les conséquences dont nous allons parler tout à l'heure au travers du cas clinique. Et le deuxième mécanisme à côté de la coronaropathie, c'est ce qu'on appelle la cardiomyopathie diabétique. En fait, ce mécanisme passe essentiellement par trois voies métaboliques. La première voie métabolique, c'est la diminution du calcium à travers les cellules contractiles. Comme vous le savez, le calcium, c'est l'ion qui intervient fondamentalement dans la contraction musculaire au niveau du cœur. Et donc, lorsque son transport est altéré de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule contractile, ou encore le transport à travers le réticulum sarcoplasmique, lorsqu'il y a interférence dans le transport du calcium, on comprend qu'il y aura un problème de contractilité du myocarde. Et lorsque voilà, le cœur va essayer de s'adapter par la loi des Frank-Starling, mais plus tard, la myofibre cardiaque ne sera plus en mesure de récupérer un petit peu la tension musculaire initiale. Et donc, on verra qu'il y aura un allongement des fibres contractiles. Donc, le premier mécanisme, c'est cette diminution du transport du calcium à travers les cellules. Mais le deuxième mécanisme, c'est une atteinte directe des protéines contractiles, entendez par là les filaments dactyles et des myosines. L'hyperglycémie chronique va interférer avec le fonctionnement de ces deux protéines-là, la lactine et la myosine, et donc ça va entraver la contraction du muscle cardiaque correctement. Et enfin, le dernier mécanisme, c'est l'augmentation de la production de collagène. Vous savez que le collagène, c'est du tissu fibreux, et donc lorsqu'il y a une prolifération du collagène dans le muscle cardiaque, ce muscle devient un petit peu rigide et il perd sa contractilité. Et donc, ce qui va à la longue donner une cardiomyopathie dilatée. Donc, on aura un ventricule gauche qui se dilate, l'oreillette gauche se dilate. Et donc, au finish, on aura une cardiomyopathie dilatée qu'on appelle effectivement une cardiomyopathie diabétique. Alors, donc, j'ai prévu deux cas cliniques pour illustrer ces deux mécanismes. J'aimerais vraiment faire simple. Donc, pour résumer ces deux mécanismes, j'ai parlé de la coronaropathie, donc la maladie, la formation de la plaque d'athérome dans les artères coronaires, qui va engendrer ce phénomène d'ischémie cardiaque, donc une cardiopathie ischémique, et qui peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Le deuxième mécanisme reste le mécanisme qui passe par trois voies, essentiellement la diminution de transport de calcium, l'atteinte des protéines contractiles et également l'augmentation des fibres collagènes à l'intérieur même du muscle cardiaque. Et donc, nous allons illustrer cela par des cas cliniques. Voilà, nous prenons ce premier cas clinique, c'est un homme de 65 ans qui est connu diabétique depuis une dizaine d'années. Il a un traitement fait de metformine. Et alors, le patient, il a une glycémie à jeun qui est plutôt optimale, à 98 mg par décilitre, mais c'est un gros fumeur depuis 20 ans et il a un indice de masse corporelle qui est plutôt normal. Alors, il vient consulter pour des précordialgies, plutôt d'allure constrictive qui irradie vers l'épaule gauche. Alors, son examen physique est plutôt sans particularité, il a une bonne tension, et voilà, et à part une tachycardie régulière, il n'y a pas grand-chose. Alors, un patient comme celui-ci, diabétique, mais plutôt une glycémie à jeun qui est plutôt, je dirais, acceptable, mais qui vous consulte pour des douleurs, dans les précordialistes, c'est des douleurs thoraciques, localisées essentiellement au niveau des lèvres précordiales. Alors, ma première question, c'est de savoir à quoi pouvez-vous penser face à ce tableau clinique-là. Et après, la deuxième question, c'est comment envisagez-vous la prise en charge. Alors, c'est amis, lorsque vous êtes en présence de ce cas, je pense que l'examen qu'il faudra demander d'urgence en présence d'une douleur thoracique chez un diabétique, c'est un électrocardiogramme. Un examen extrêmement facile à réaliser et d'interprétation très aisée. Et donc, ce patient, lorsqu'on lui a fait un électrocardiogramme, voilà ce qu'on est tombé, c'est que l'interprétation de l'électrocardiogramme est un petit problème et vous pouvez vous faire aider par des cardiologues, par des médecins qui peuvent interpréter. On a actuellement
énormément à envoyer rapidement des tracés ECG. Vous avez la possibilité de tirer un ECG, vous pouvez le faire et envoyer des tracés auprès d'un cardiologue, même par WhatsApp. Ça peut permettre de vous aider dans la prise en charge, c'est extrêmement important. Voilà, ce patient, on est tombé sur ce qu'on appelle une lésion ischémie qui est localisée là, vraiment en antérieur. On a un susétalage, je l'ai montré avec cette flèche, un susétalage du segment ST qui prend pratiquement la paroi intérieure étendue parce qu'on le voit également en D1 et en AVL. Et donc, à l'ECG, on voit clairement qu'il s'agit d'une lésion ischémie au niveau du myocarde intérieur étendu. Alors, lorsqu'on complète son bilan par la troponine, vous savez bien ce que c'est une enzyme cardiaque qui est un marqueur essentiel de la souffrance myocardique. On fait un cycle de troponine, c'est-à-dire on fait le contrôle de troponine à l'arrivée du patient, à la 6e heure, à la 12e heure. Chez ce patient-là, on tombe sur des valeurs qui sont très élevées, je dirais même jusqu'à 100 fois la normale. Donc, il a eu des taux de troponine très élevés. On lui fait une échographie cardiaque, si c'est faisable, on peut tomber sur un trouble de la cinétique segmentaire avec une fraction d'éjection être encore préservée si le patient a encore, le muscle, le VG reste encore performant. Et lorsqu'on complète le bilan de biologie, on a l'hémoglobine glyquée qui n'est pas très stable, son LDL cholestérol qui est très élevé, l'acide urique très élevé. Donc, en gros, vous comprenez que c'est un patient qui avait plutôt une glycémie à jeun qui était normale. Et là, de cette glycémie à jeun, vous voyez tout ce qui se cache derrière. Il y a un taux d'hémoglobine glyquée qui n'est pas optimal, un LDL cholestérol qui est très élevé, une hyperglycémie. Et voilà, le patient, finalement, avec tous ces facteurs de risque cardiovasculaire associés. Et je n'oublie pas le tabagisme, c'est un gros fumeur depuis 20 ans. Le tabac qui reste un facteur de risque cardiovasculaire très, très important. Et donc, tous ces facteurs de risque associés au diabète sucré ont favorisé le développement de l'athérosclérose au niveau de ces artères coronaires jusqu'à les boucher. Et donc là, on pose finalement le diagnostic d'un syndrome coronaire aigu qui est, avec sus-décalage, qui a une forme plutôt dangereuse. Alors, pour ce qui est de la prise en charge thérapeutique, j'aimerais dire tout de suite que ça reste une urgence cardiovasculaire, un syndrome coronaire aigu. C'est une urgence urgente. Et donc, lorsqu'on est en présence d'un patient qui présente un syndrome coronaire aigu, dans les 2 premières heures, il faut agir rapidement. Une fois de plus, cette prise en charge dans les premières heures dépend énormément des structures sanitaires de là où vous êtes, du pays où vous êtes, de la ville où vous êtes. Et donc, idéalement, il faut faire une angioplastie si vous disposez d'un centre d'angioplastie, ou encore on peut faire une thrombolyse lorsque on peut le faire. Et après, ce que nous pouvons faire dans notre milieu, quand même, on ne peut pas croiser les bras face à un syndrome coronaire aigu. Lorsqu'on ne peut pas faire l'angioplastie et la thrombolyse, ce qui est l'idéal en situation aiguë, on peut néanmoins mettre un traitement médicamenteux que nous abrégions par basique, qui reprend un bêta-bloquant, une double anti-agrégation plaquettaire avec anticoagulant pour le cas d'un syndrome coronaire aigu, avec élévation de ST. On met une statine à bonne dose, on met un ISC et on soigne les autres facteurs de risque cardiovasculaire associés. Alors, il faut également donc soigner ces facteurs de risque pour ce patient. Ici, il faut arrêter le tabac, il faut lui mettre un hypoglycémiant, il faut lui mettre une statine. Mais j'aimerais attirer votre attention sur l'existence de ce qu'on appelle l'infarctus silencieux du myocarde chez le diabétique. Vous voyez, le patient que je viens de présenter a eu une douleur thoracique, mais qui nous a mis la puce à l'oreille parce que cliniquement, tout allait bien, en dehors de cette douleur thoracique qu'il présentait subjectivement. Mais si vous avez un patient qui, subjectivement, n'a aucune plainte et que cliniquement, tout est au vert, tout est normal, voyez-vous, vous ne serez pas tenté de lui faire un bilan cardiovasculaire parce que vous direz qu'il va mieux, mais non. Un patient diabétique est à haut risque de développer un infarctus silencieux du myocarde. C'est extrêmement important de faire un bilan cardiovasculaire systématique chez les patients diabétiques, notamment un électrocardiogramme, une écho cardiaque. Et voilà, on peut compléter les autres bilans de recherche des facteurs de risque cardiovasculaire associés
mes aînés en ont déjà parlé tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est extrêmement important, un bilan cardiovasculaire chez un patient diabétique. C'est systématique, il faut pas attendre que le patient ait des symptômes. Parfois, lorsqu'il a des symptômes, c'est déjà trop tard. Alors donc voilà, ça c'est la réflexion par rapport à notre premier patient. Nous avons dans notre gibecière un deuxième cas clinique. Ça, cette fois-ci, c'est une dame de 53 ans qui est aussi diabétique, connue depuis 12 ans. Elle est sous insulinothérapie et elle présente une glycémie à jeun qui est à 118 mg par décilitre, ce qui est plutôt pas inquiétant. Et c'est une dame qui est connue hypertendue depuis 2 ans, mais qui n'est pas suivie pour son hypertension artérielle. Et là, elle consulte pour une dyspnée qu'elle présente au moindre effort, qui ont eu depuis plus d'1 mois. Alors, lorsqu'on les a mis, c'est une pression artérielle élevée à 178 sur 6, avec une force des veines jugulaires irrégulière, avec un galop, donc un galop proto-diastolique, et des râles crépitants aux 2 bases pulmonaires, un abdomen ballonné et des gros édèmes aux membres inférieurs. Donc, vous avez une cliente comme ça ou un patient comme ça qui vous présente un tableau semblable à celui-ci, une tension élevée, une dyspnée pratiquement NIA 3 ou 4. Et alors, on vous demande quelle est la prise en charge diagnostique et thérapeutique. On va réfléchir ensemble, chers amis, pour la résolution de ce cas clinique. Alors, voilà comment il faudra réfléchir lorsque vous êtes en présence d'un patient diabétique qui présente ce qu'on appelle des signes de congestion pulmonaire et périphérique, qui sont en fait des signes d'insuffisance cardiaque. Un patient comme ça, il faut un bilan cardiovasculaire, ne fût-ce qu'un ECG, une écho cardiaque, ça peut faire l'affaire. Donc, à l'électrocardiogramme qu'on lui a fait, on a trouvé une tachycardie sinusale, une hypertrophie du ventricule gauche électrique, et une ischémie sous-épicardique chez cette patiente-là, à l'ECG. Et lorsqu'on lui fait une écho cardiaque transthoracique, alors on tombe sur une cardiopathie hypertensive, donc elle a une hypertrophie excentrique de son ventricule gauche, et on tombe également sur une hypokinésie au niveau d'un des segments de son cœur, avec une fonction ventriculaire gauche qui est effondrée. On a une FEVG à 33%. Et dans la biologie, on a essentiellement une hémoglobine cliquée à 10,5, donc vraiment pas du tout optimale. On a un taux d'hémoglobine bas à 8 grammes par décilitre et un taux de PNP très élevé à 4700. Alors donc, face à ce bilan, c'est vraiment un bilan minimal, mais qui est riche en informations. On peut finalement évoquer le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite sur une cardiopathie hypertensive et ischémique, favorisée par 3 choses. D'abord, un traitement non optimal. Là, je vois le traitement de l'hypertension artérielle, mais également du diabète sucré, parce que regardez, elle a un taux d'hémoglobine glycée à 10,5, donc le traitement diabétique n'est pas efficace. Et il y a également comme facteur de déséquilibre l'anémie, mais également la poussée de l'hypertension artérielle. Et donc, cette patiente, comment on va la prendre en charge? Alors, les principes de traitement pour cette patiente qui présente une insuffisance cardiaque sur un cœur diabétique et une cardiopathie hypertensive, c'est essentiellement de soigner toutes les maladies sous-jacentes. Donc, on doit traiter de manière optimale son hypertension artérielle à cette patiente. Vous voyez, elle a été diagnostiquée hypertendue depuis 2 ans, mais elle n'a jamais reçu de traitement. Donc, c'est un patient à qui on va mettre des antihypertenseurs. On va faire un choix en fonction de son profil diabétique. L'idéal pour ces patients-là, c'est des antihypertenseurs de la classe des ISC ou des ARA2 qu'on peut mettre en combinaison thérapeutique selon le profil de l'hypertension et le risque cardiovasculaire global du patient. Parce que, voyez-vous, le traitement de l'hypertension chez un patient diabétique, chez tous les patients carrément, tient compte pas seulement du niveau de pression artérielle, mais également du risque cardiovasculaire global de ce patient-là. Et c'est un patient chez qui on doit ajuster le traitement diabétique. Le docteur Kapongo a largement parlé de cela. Et donc, on doit corriger chez ce patient, chez cette patiente, tous les facteurs d'aggravation de son insuffisance cardiaque, notamment une anémie qui est présente et qu'on n'a jamais soignée chez la patiente. Et donc, l'intérêt de faire tout ce bilan complémentaire. Donc, il faut soigner l'anémie parce que l'anémie contribue à l'aggravation de son insuffisance cardiaque.
Et enfin, il faudrait traiter proprement, il faudrait traiter son insuffisance cardiaque, notamment en réduisant la précharge, en réduisant la post-charge, en réduisant la rétention hydrosodée, le traitement classique d'insuffisance cardiaque, que ce soit en phase aiguë ou en phase chronique, on le sait très bien. Et enfin, j'aimerais insister sur ce point-là parce que ce sont des patients qui seront, que l'on devrait voir de manière continue pour des follow-up, parce qu'un patient qui a développé une insuffisance cardiaque, une décompensation cardiaque sur une hypertension ou un diabète sucré, c'est un patient qui est à risque de refaire la décompensation et à risque de mort subite. Donc, ce sont des patients que l'on doit suivre de manière vraiment, je dirais, assez régulièrement. Et il faut garder à l'esprit chaque fois de réévaluer la fonction ventriculaire gauche de ces patients-là à l'écho cardiaque. Ça, c'est le travail du cardiologue. Et donc, n'oubliez pas, chers amis, il faut regarder la prise en charge du diabétique, il faut regarder au-delà de la normalisation de la glycémie, comme on l'a dit, comme les prédécesseurs l'ont dit. Il faut garder un œil sur les complications chroniques éventuelles, notamment au niveau rénal, au niveau cardiaque. Il faut garder un œil sur le contrôle optimal de la maladie diabétique elle-même. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Je remercie pour leurs brillants exposés. Faute de temps, on aurait voulu être beaucoup plus explicite, mais bon, voilà, nous avons juste donné des orientations. J'ai parlé de la place de la normalisation de la glycémie lorsqu'il faut prendre en charge les patients diabétiques de type 2. J'ai montré qu'il faut le faire en suivant les algorithmes. Il ne faut pas rester dans l'inertie. Il faut vraiment viser l'hémoglobine glycée cible et puis, voilà, tenir compte aussi des autres aspects, lesquels aspects ont été abordés par mon estimé confrère Ogi Longo, qui a vraiment insisté sur la néphropathie diabétique. Il a parlé de la prévalence. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps pour parler de la physiopathologie, mais il vous a donné les orientations pour la mise au point diagnostique selon qu'on est chez les diabétiques de type 1 ou chez les diabétiques de type 2, quels sont les examens qu'il faut demander et surtout en insistant quand est-ce qu'il faut déjà référer les patients pour un avis néphrologique. Et l'estimé confrère Ochudi Noël, toujours brillant, avec sa volubilité exceptionnelle que je connais depuis toujours, nous a expliqué effectivement comment les complications cardiaques, notamment liées au diabète sucré. Il a parlé essentiellement de la coronaropathie, des problèmes au niveau des coronaires liés à l'athérosclérose et les différentes modifications qui s'opèrent au niveau cardiaque à cause de l'hyperglycémie. Et il a illustré par 2 cas. Et donc, même si aujourd'hui on prenait autant de cas cliniques, nous ne penserons pas pouvoir arriver à résoudre tous vos problèmes. Voilà pourquoi on a voulu maintenant réserver cette étape pour le jeu de questions et réponses. Et donc, il y a des confrères qui ont posé des questions et ils ont destiné les questions aux différents orateurs que nous sommes. Et parce que j'ai déjà la parole, je peux répondre à 2 ou 3 questions qui me sont jusque-là adressées. Et donc, il y a un confrère qui veut savoir la prévalence aujourd'hui du diabète sucré en République démocratique du Congo. Voilà, tout à l'heure, je félicite l'équipe de néphrologie parce qu'au moins, dès qu'on cherchait à savoir quelle était la prévalence de la maladie rénale chronique et de l'insuffisance rénale terminale, il a juste regardé, il a pris des contacts directement, il a eu des valeurs de chiffres. Mais pour les diabètes sucrés, de manière générale, on a des problèmes. Il n'y a pas encore une étude épidémiologique qui a été réalisée sur l'ensemble du territoire. Bon, les études restent de temps en temps parcellaires et donc, en fonction de l'étude réalisée, on estime certaines prévalences. Parfois même, ce sont des fréquences hospitalières, donc je ne peux pas me permettre sur un plateau comme celui-ci dire que la prévalence du diabète sucré d'autant. La Fédération internationale du diabète essaie de projeter pour voir un peu quelle peut être la prévalence.
je pense qu'il sous-estime, elle sous-estime cette fédération, à parler parfois de 4%, 5%. Je n'y crois pas trop. Il y a des études du fait professeur Bielé, l'IP à son âme, notre maître, qui déjà en 2000 avait trouvé une prévalence autour de 7%. Et donc, voilà, la prévalence exacte n'est pas vraiment connue au niveau de notre pays. Donc, il faudra alors relancer des grandes études épidémiologiques quant à ce. Un autre confrère me parle d'un patient qui est sous glibenclamide plus metformine, je crois associé. Il a précisé parce qu'il a dit c'est Gliben M que ce malade prend. Donc, il prend un comprimé le matin, un comprimé le soir. Quand je regarde la composition, donc au total, il prend 10 mg de glibenclamide et 1000 mg de metformine. Et il dit que bon, c'est un diabétique de longue date. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est un diabétique depuis 3 ans, alors que la glycémie, c'est toujours aux alentours de 200 mg par décilitre. Bon, voilà, la glycémie aux alentours de 200 mg par décilitre, d'abord, c'est quelle glycémie? Une glycémie à jeun ou une glycémie postprandiale? Si c'est une glycémie à jeun, on est donc vraiment davantage au-delà encore de l'objectif. Même si c'était une glycémie postprandiale, c'est toujours au-delà de l'objectif. Bon, ici, c'est encore un autre exemple qui montre l'inertie thérapeutique, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est à 3 ans, la glycémie est toujours élevée. L'idéal serait ici de pouvoir faire l'hémoglobine glyquée pour apprécier les niveaux de contrôle glycémique au long cours. Mais sinon, avec des mauvaises glycémies, là où on ne peut pas faire l'hémoglobine glyquée, je crois qu'il faut passer à une étape supérieure. Donc, allez ajouter une 3e molécule à ce traitement-là, tout en vous rassurant aussi que la fonction rénale va permettre à ce que vous puissiez manager les différentes molécules antidiabétiques. Donc, il faudra penser. Ailleurs, on peut penser à d'autres molécules, les inhibiteurs de DPP4, les agonistes des récepteurs de GLP1, les inhibiteurs des transporteurs de sérum glucose au niveau tubulaire rénal proximal, segment S1, S3. Mais ici, dans nos conditions, j'avais projeté, je crois, les consensus, les recommandations de la Fédération internationale de diabète, où on nous dit si déjà des doses maximales tolérées des deux premières molécules, notamment la metformine et un sulfonyluréa, si ça ne répond pas à dose maximale, alors ici, dans notre environnement, on conseille de pouvoir commencer, initier avec l'insuline. Donc ici, on peut initier avec une insulinothérapie, on peut commencer par une basale. Plus facile dans notre milieu, c'est le NPH, 1 fois par jour, 2 fois, c'est mieux par rapport à la demi-vie. Et après, on va commencer la titration jusqu'à voir plus loin. Mais ici, déjà, vous voyez que même les doses des médicaments ne sont pas aussi à leur dose maximale, parce que c'est pourquoi on dit toujours dose maximale tolérée. Je crois qu'avec 1000 mg de metformine, ça peut ne pas être déjà la dose maximale. 10 mg de glibenclamide, ça peut ne pas être la dose maximale. Sous réserve du fait que certaines études aussi ont montré que déjà, à la moitié des doses maximales des antidiabétiques oraux, lorsque vous n'avez pas un bon contrôle glycémique, ne pensez pas que c'est à leur dose maximale que vous en aurez. Donc ici, dans les cas de FEGI, il faudra carrément instaurer une insulinothérapie, initier et puis titrer. La 3e question, je crois, ça doit revenir. Il y a un confrère, je crois, Rocky de Lubumbashi, qui veut savoir ce que je pense de la prescription des dépoxétines avec certains inhibiteurs de la récapture axonale, généralement utilisés dans la dysfonction érectile, etc. Qu'est-ce que je pense de l'hypertension, tout ça? Mais moi, je crois que ce sont des produits qui provoquent beaucoup plus de l'hypotension orthostatique que de l'hypertension comme telle. Bon, on va essayer de voir, on va toujours vérifier les informations. Ce qui est vrai, déjà, le diabète sucré, parmi les complications, parfois, on a déjà des hypotensions orthostatiques. Les autres antihypertenseurs qu'on utilise peuvent donner aussi des hypotensions orthostatiques. Si vous voulez encore recourir à un médicament qui pouvait donner, parce que ça peut améliorer l'éjaculation précoce, ça peut traiter une dysfonction érectile, si ça doit encore donner l'hypotension orthostatique, les risques, c'est de voir ces malades présenter des vertiges et d'autres problèmes. Donc, il faudra vraiment très bien revoir cette prescription. Voilà les quelques questions que je peux avoir. Et donc, je passe la parole au docteur Ogi Longo. Je ne sais pas s'il y a des questions qui lui sont destinées, il pourra les aborder. Et il pourra directement aussi passer la parole sans nécessairement repasser par moi au docteur Noël Ochoudi. Merci. Merci, docteur Rémy, pour la parole. J'ai reçu quelques questions. Je vais essayer de répondre.
il y a... Attendez, votre attention s'il vous plaît, parce que toutes les questions, on les a progressivement. Alors, il y a... Oh là là. Il y a Dr Raymond Moutanguilai qui nous pose la question de savoir, je pense que la question vous est plutôt destinée, Dr Rémy, quelles associations possibles d'antidiabétiques oraux et peut-on les associer à l'insulinothérapie en cas de diabète de type D? Là, je pense que vous avez répondu à la question tout à l'heure, donc c'est sans objet. Quel antihypertenseur préféré pour les diabétiques hypertendus chez qui on suspecte une glomérulopathie? Non, je pense que l'élément le plus important de choix d'antihypertenseur, nous l'avons dit dans les objectifs, parce qu'il faut d'abord comprendre quel est l'objectif de prise en charge, quel objectif on poursuit. Il y a 3 niveaux de prise en charge. Il faut savoir, lorsqu'on se trouve en termes de traitement préventif, donc prévention primaire, ça veut dire l'apparition de la microalbuminurie, ou bien nous sommes déjà en phase d'une néphropathie débutante ou avancée, ou nous sommes au stade d'insuffisance rénale terminale. Les objectifs seront très différents selon que l'on est dans une telle situation ou dans telle autre. Donc, le choix d'antihypertenseur préféré chez un patient diabétique avec hypertension, chez qui on suspecte une néphropathie, moi je pense dans un premier temps pour les antihypertenseurs, comme nous l'avons dit, il faut d'abord viser à privilégier des antihypertenseurs qui ont montré leur preuve dans la néphroprotection. Et les antihypertenseurs qui ont montré leur preuve dans la néphroprotection, c'est-à-dire dans la réduction de la microalbuminurie, dans l'hyperfiltration, qui est le mécanisme initial à la base de la protéinurie, il faut privilégier les inhibiteurs des systèmes rénine-angiotensin. Là, vous avez les enzymes, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou le bloqueur des récepteurs de l'angiotensine. De faute de temps, comme disait le Dr Rémy, nous n'avons pas pu approfondir. Ce qui est vrai dans le diabète de type 1, comme cela a été démontré dans l'étude DCCT, c'est généralement la molécule qui a été le mieux étudiée chez eux, c'est les ISC, qui ont montré en tout cas leurs bénéfices en termes de réduction de la protéinurie et de la progression vers les stades avancés, comme je vais le dire. Donc, si vous vous trouvez en situation où vous voulez prévenir l'apparition de la microalbuminurie, autant mettre vos patients diabétiques hypertendus sous ISC qui va apporter, au-delà du bénéfice antihypertenseur, un bénéfice en termes de la prévention de l'apparition de la microalbuminurie. Mais lorsqu'on se trouve en prévention secondaire, c'est-à-dire nous sommes les patients déjà une microalbuminurie et que vous voulez ralentir la progression vers l'apparition d'une microalbuminurie, c'est le même choix, toujours privilégier ces molécules. Mais comme je l'ai dit tantôt, pour atteindre cette cible, nous avons parfois besoin de 2 voire 3 molécules pour pouvoir atteindre. Le double blocage de ces systèmes actuellement n'est pas justifié. Il n'y a aucune étude qui a montré la preuve d'un double blocage. Je crois bien mon collègue Dr Rémy est d'avis avec moi qu'actuellement, la question ne se pose même plus. Donc, si vous avez opté pour un ISC dans les diabètes de type 1, dans les diabètes de type 2, par contre, les molécules qui ont montré leurs études, c'est plutôt des ARA2, donc le bloqueur des récepteurs de l'angiotensine de type D. Ce sont ceux-là qui ont montré, bien sûr, en cas de mauvaise tolérance d'un ISC chez un patient diabétique de type 1, on peut toujours basculer vers un ARA2. Mais privilégiez d'abord en première intention un ISC, je ne vais pas citer des molécules, vous en connaissez, de plus anciens au plus nouveau. Les tout derniers, c'est parmi les tout derniers, des molécules que nous utilisons le plus souvent, péridoprile. Parmi les molécules les plus anciennes, vous les connaissez, enalapril, lisinopril, il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous influencer par rapport à mon choix, mais privilégier une classe par rapport à une autre selon les profils des patients en tenant compte de son bénéfice déjà prouvé par des études épidémiologiques. La même question concerne les antidiabétiques oraux. Est-ce qu'il y a une raison de les arrêter lorsque le patient développe une insuffisance rénale? Oui, surtout les sulfamidés, parce qu'ils exposent à un risque d'hypoglycémie que vous ne saurez pas contrôler. Donc, il est important de revoir la stratégie du traitement antidiabétique, d'où l'intérêt d'en discuter avec le diabétologue ou d'obtenir un avis diabétologique si votre patient se trouve dans cette situation. Poursuivre un traitement antidiabétique oral genre sulfamidé va exposer au risque d'hypoglycémie majeure avec le risque de décès.
surtout à ce stade où le patient cumule beaucoup de facteurs de risque avec la progression des maladies rénales chroniques. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le patient développe une néphropathie diabétique, entre le risque de progresser vers le stade 5, vous avez vu les pourcentages de ceux qui arrivent au stade 5, ils sont moins d'1%, 0,2%. Mais beaucoup vont mourir de complications cardiovasculaires, comme l'a dit Dr Néol, parce que la néphropathie diabétique, c'est un puissant facteur. Elle va multiplier les risques d'événements cardiovasculaires par autant de fois. D'où l'intérêt d'optimiser la prise en charge. Donc, oui, il y a un intérêt de pouvoir les arrêter. Oui, il y a un intérêt aussi d'arrêter la metformine pour des raisons que j'ai déjà avancées. Il en est de même pour l'insuline. Privilégiez plutôt les insulines d'action rapide qui ont une demi-vie courte, donc vous pouvez contrôler l'effet, plutôt que de donner l'insuline retard ou semi-retard qui va avoir, avec le ralentissement du métabolisme de ces molécules, un allongement de la demi-vie. Donc, la dose que vous donnez le soir va continuer à agir au-delà de 24 heures. Voilà pourquoi il est important de pouvoir manager cela. Si vous n'en avez pas l'expérience, vous pouvez faire appel à un interniste ou à un néphrologue qui peut vous aider ou à un diabétologue pour pouvoir bien manager. Mais ne rien faire. Laisser la situation continuer, les malades sous insuline, l'hypoglycémie, c'est un facteur de risque de mortalité chez ces patients. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ces deux questions. J'espère que les autres questions, on m'a posé la question, est-ce qu'à quel stade peut-on voir la gastroparésie? Je ne sais pas, ça c'est docteur Rémi qui peut répondre. Personnellement, je n'ai pas une expérience par rapport au stade de survenue d'une gastroparésie chez un patient qui a une néphropathie, qui a une maladie rénale chronique d'origine diabétique. Mais ce qui est vrai, lorsque la maladie rénale chronique se développe à un stade beaucoup plus avancé, ces complications du diabète vont être amplifiées, notamment la neuropathie. Le malade peut voir ces manifestations à une fréquence beaucoup plus importante que si on n'a pas une atteinte rénale qui s'est développée sur ce terrain. Mais à quel stade exactement? Sans doute pas au stade du débit. Tout dépend aussi de l'évolution du diabète, de la durée du diabète, mais évidemment du degré du stade de micro ou macrovasculaire des complications à présent. On me dit qu'il y a encore d'autres. Est-ce que les complications rénales, que ce soit dans le diabète de type 1 ou dans le diabète de type 2, suivent-ils le même cours évolutif? Docteur Mbouyi, merci. Docteur Mbouyi, cher ami, je peux vous répondre comme je l'ai dit tantôt. L'histoire de la néphropathie diabétique a été bien étudiée avec le diabète de type 1. Le tableau que je vous ai montré avec les différents stades où on vous dit la microalbuminurie apparaît au-delà de 5 ans, de 10 ans d'évolution de diabète suivi de la macroalbuminurie. Le passage de micro vers la macro, il faut compter à peu près 5 ans, puis ensuite vers l'évolution vers l'insuffisance rénale. Cette caricature-là, comme je le vous ai démontré, elle a été bien étudiée dans le diabète de type 1 parce que le diabète de type 1, on connaît l'histoire quand ça commence, on sait anticiper et voir à quel moment. Donc, ce sont des études épidémiologiques qui ont permis de mieux décrire cette histoire. Mais par contre, dans le diabète de type D, étant donné que l'on ne sait pas reconstituer l'histoire, à quel moment la néphropathie peut être déjà présente, comme docteur Kapongo l'a dit. Donc, l'approche dans ce contexte-là, elle devient plus hétérogène, donc beaucoup plus complexe. Donc, on peut avoir tous les cas de figure, un patient diabétique qui développe déjà une insuffisance rénale, un patient diabétique qui développe une macroprotéinie, donc une macroalbuminurie, un patient diabétique qui n'a ni microalbuminurie, ni macroalbuminurie, mais qui a déjà une créatinine à un stade beaucoup plus avancé. Donc, on a beaucoup de phénotypes chez ces patients, mais ce qui est vrai globalement, ces cours, comme on vous l'a présenté, suit généralement, on a 3 stades. Vous avez un stade d'initiation, un stade intermédiaire et puis un stade avancé. Maintenant, tout dépendra à quel moment vous avez posé votre diagnostic. D'où chez ces patients, il faut vraiment un examen beaucoup plus approfondi pour caractériser votre néphropathie et pouvoir mettre en branle le traitement adéquat, comme je venais de le dire là. En insistant sur le bon contrôle de la glycémie, en insistant également sur la prise en charge de l'hypertension dont la cible reste de 130 sur 80, parce que des études ont démontré qu'au-delà de 130 sur 80, on n'a pas beaucoup de bénéfices. Au contraire, on a vu que la mortalité augmente lorsqu'on baisse la tension beaucoup plus bas. C'est comme ça que la cible actuellement, pour la tension chez un patient qui a développé une néphropathie, c'est des 130 sur 80 que vous devez viser. Bien évidemment, prendre en compte des facteurs de risque cardiovasculaire. J'avais oublié, en fait, pour terminer,
l'éviction de tout facteur néphrotoxique, surtout pendant les périodes de Covid. Beaucoup de patients ont tendance à aller recourir aux plantes non sécurisées. Il faut décourager ce genre de pratiques parce que c'est l'un des facteurs qui vont faire progresser une microalbuminurie vers un stade avancé, etc., ou une insuffisance rénale, une créatinine qui était avec un débit de filtration qui vous classe au stade 3 pendant longtemps, et vous vous exposez, ça vous fait évoluer à des stades beaucoup plus graves. Donc, l'éviction des facteurs néphrotoxiques, ça passe par l'éviction des plantes, éviter les recours abusifs de l'automédication, surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui ont un impact délétère sur l'hémodynamie rénale. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Voilà, je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été adressées, notamment une question qui est reprise comme ceci. Quels sont les premiers indices ou quels sont les signes de la cardiopathie hypertensive et ischémique? Alors, la cardiopathie hypertensive et ischémique, il faut le dire d'emblée que ce sont des modifications structurelles et même fonctionnelles du myocarde qui, au début, lorsque ça s'installe, c'est asymptomatique, jusqu'au moment où le ventricule gauche développe une dysfonction importante et s'installe une insuffisance cardiaque. C'est en ce moment-là que l'on a des signes d'insuffisance cardiaque, mais la maladie sous-jacente reste soit une cardiopathie hypertensive, soit une cardiopathie ischémique, soit une autre cardiopathie, mais cette maladie ne s'exprime que lorsqu'elle évolue vers une insuffisance cardiaque. Donc, c'est comme ça que j'ai insisté sur l'intérêt de faire systématiquement un bilan cardiovasculaire chez les patients diabétiques, parce que lorsqu'ils commencent à développer une cardiopathie ischémique, je dirais, qui n'est pas bruyante, qui n'est pas symptomatique, vous ne saurez rien si vous ne faites pas un bilan cardiovasculaire, notamment un électrocardiogramme et une écho cardiaque, voilà, ça, tout simplement. C'est extrêmement important de le faire systématiquement chez tous les patients diabétiques. Et une deuxième question, c'est M. Moutombo Émile Aloubachi, qui veut connaître la prise en charge médicamenteuse d'une cardiopathie associée au diabète. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a généralement la cardiopathie ischémique ou la cardiomyopathie du diabète, une cardiopathie dilatée généralement, qui sont associées au diabète sucré. La prise en charge, nous l'avons repris sur l'une des diapositives. La prise en charge, elle est celle de l'insuffisance cardiaque qui est au fait l'entité clinique que le médecin a en présence. La cardiopathie ischémique ou la cardiomyopathie diabétique va entraîner une insuffisance cardiaque, mais dans cette gestion, dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, il faut tenir compte de la maladie sous-jacente. Si vous avez une hypertension qui est sous-jacente, il faut la soigner, il faut normaliser la pression artérielle. On a des pressions cibles pour la pression artérielle. Chez les diabétiques, essentiellement, il faut le garder en dessous de 130 sur 80 mm de mercure. C'est extrêmement important. Et si le patient a un diabète sucré, il faut remplir les objectifs de prise en charge du diabète évoqués par le docteur Kapongo tout à l'heure. Donc, la première étape reste la gestion de la maladie sous-jacente, parce que c'est cette maladie sous-jacente qui a entraîné un problème au niveau cardiaque. Donc, et le problème au niveau cardiaque s'exprime généralement par une insuffisance cardiaque. Avant même de traiter cette insuffisance cardiaque, notamment en réduisant la précharge, la post-charge, en réduisant la rétention hydrosodée ou au besoin en augmentant la contractilité du myocarde, avant même d'arriver à ce traitement classique d'insuffisance cardiaque, il faut d'abord soigner la maladie sous-jacente et corriger les facteurs aggravants. Très souvent, les médecins ont tendance à ne pas voir ces facteurs aggravants. Vous verrez, vous soignez votre insuffisance cardiaque, mais après, le patient revient très vite en décompensation parce que les facteurs aggravants restent permanents, notamment une anémie, et il faut vraiment bien contrôler tous ces facteurs-là. Alors, j'ai une autre question. Celle-là, elle est posée de Kinshasa par M. Makondo, le docteur Makondo, je pense. Alors, quel est l'antihypertenseur de choix dans la prise en charge
de l'hypertension artérielle chez le diabétique, le docteur Longo en a parlé tout à l'heure. La réponse reste la même. Hein. Enfin, le meilleur choix, c'est la classe des antihypertenseurs qui ont une cardioprotection, mais également une néphroprotection, parce que le diabète sucré, il va s'attaquer pas de manière isolée au cœur, il va s'attaquer et au cœur, et au rein, et au vaisseau. Et donc, selon les recommandations, la classe des inhibiteurs d'enzymes de conversion reste prioritaire. Au-delà de la néphroprotection, nous avons aussi une cardioprotection. Voilà, et toutes ces autres familles, si par exemple il y a une contre-indication à un inhibiteur d'enzyme de conversion, le patient peut être mis sous antagonistes des récepteurs d'angiotensine 2 en priorité. Mais sachez que le traitement de l'hypertension artérielle, que ce soit chez le diabétique ou chez tous les autres patients, ne tient pas compte que du niveau de la pression artérielle. Je l'ai dit et je le redis, ça tient compte du risque cardiovasculaire global que l'on doit calculer en fonction et du niveau de pression artérielle d'un côté, et de l'autre côté, des facteurs de risque cardiovasculaire associés. Et donc, lorsqu'on a un niveau de risque cardiovasculaire global élevé, c'est un patient qui doit être mis sous combinaison d'antihypertenseurs. On ne le soignera pas en monothérapie, il faudra une combinaison thérapeutique, mais tout en sachant que pour le diabétique, le premier choix, c'est d'abord un ISC ou un ARA2 que l'on peut associer à une autre classe d'antihypertenseurs en fonction du profil de chaque patient. Donc, c'est un traitement que l'on peut adapter en fonction du profil de chaque patient. Voilà, j'ai crois avoir répondu aux questions qui m'ont été destinées. Voilà, je vois le docteur Longo qui demande la parole. Oui, merci docteur Noël pour m'avoir laissé la parole. Il y avait quelques questions qui sont restées en suspens. Je crois que nos amis voulaient savoir concernant la patiente de 62 ans, les malades en question à 62 ans. Je ne comprenais pas le sens de la question. Un autre, on dit faire la dialyse, je ne sais pas. Je n'ai pas voulu parler de la dialyse, chers amis, parce que ce n'était pas l'objectif de ce traitement, mais de cette présentation. Mais sinon, ce que vous devez retenir concernant les recours à l'opération extra-rénale chez les patients diabétiques, contrairement aux autres néphropathies, dans le diabète sucré, il y a une tendance à recourir à la dialyse un peu plus précocement chez ces patients. Tenant compte que, le diabète à lui seul, c'est un puissant facteur de risque cardiovasculaire. Et lorsque ces patients développent une néphropathie, ils vont encore voir leur risque s'accroître considérablement avec un risque de décès avant même d'arriver au stade de dialyse. Donc, gardez à l'esprit que ceux qui arrivent au stade de dialyse sont des rescapés par rapport aux autres patients. Il n'y a que 10% des patients à peu près qui arrivent au stade terminal. Si nous partons d'une prévalence de 10%, vous voyez déjà quel nombre de patients qui vont arriver. Donc, n'attendons pas que le patient arrive en dialyse parce que, c'est un traitement qui reste que, d'abord, ce n'est pas un traitement curatif, c'est un traitement palliatif. Et puis, de deux, c'est un traitement qui a beaucoup de complications et c'est un traitement qui est très lourd, qui a un impact financier énorme dans le ménage, dans les sociétés. D'où l'idéal, c'est la prise en charge ou la prévention primaire. Devant l'apparition déjà des microalbuminuries, j'insiste comme mes collègues l'ont dit, il faut prendre en compte tous les facteurs parce que même le risque cardiovasculaire chez les malades diabétiques existe déjà au stade précoce même de la maladie rénale chronique. Donc, au-delà même de l'objectif de la glycémie, pensez être agressif dans la prise en charge de l'hypertension. S'il faut aller avec 2-3 molécules, il faut le faire. Parce que n'attendez pas que ces patients évoluent vers les stades avancés. Peut-être qu'ils n'arriveront pas en dialyse. Ça, c'est de 1. L'objectif en termes de protéinurie, il faut la négativer lorsqu'il s'agit de microalbuminurie, sachant que la microalbuminurie, c'est une protéinurie qui est plutôt inférieure à 300 mg, mais c'est situé entre 30 à 299, donc moins de 300 par 24 heures. Et que si le patient est déjà à un stade avancé, c'est-à-dire une néphropathie ouverte avec une protéine albuminurie important, là, l'objectif n'est plus que de ralentir la progression vers le stade de dialyse. Et tout le moyen pour pouvoir ralentir, c'est notamment, comme on a dit, les régimes qui vont passer, les régimes pauvres en sel. L'on sait que lorsqu'on donne un malade un régime pauvre en sel, un régime pauvre en sel permet de diminuer la perte de protéines au-delà de mesures des rénoprotection que nous avons parlé tout à l'heure, notamment les retours des médicaments qui inhibent le système rénine-angiotensine-aldostérone.
Et le besoin de dialyse décentira que lorsque tous ces moyens n'ont pas permis de ralentir le cours jusqu'au stade 5, c'est-à-dire un débit de filtration glomérulaire qui descend sous la barre de 15 ml par minute, avec l'apparition des complications, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un débit de filtration qui est inférieur à 15, là j'insiste encore, ne qualifiez pas quelqu'un de maladie rénale chronique terminale d'emblée au stade 5, du moins seulement à partir de la créatinine, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être peut-être une acutisation, comme disait le docteur Rémy pour le diabète. Un diabète où la glycémie était tout à fait contrôlée et à l'occasion d'un événement, la glycémie flambe. Nous aussi, nous avions ce phénomène en néphrologie où la créatinine peut galoper, quitter son niveau de base et arriver à des proportions élevées. Et quand vous vous précipitez à calculer les débuts de filtration, vous allez les qualifier à tort au stade 5, alors qu'il s'agit d'une situation transitoire. Une fois que l'on corrige le facteur qui a permis d'acutiser la maladie, vous allez revenir au niveau initial. Donc, c'est pour cela qu'il faut demander un avis néphrologique à un stade avancé. Si vous pensez que votre passe un stade avancé, volontiers, il aura des manifestations d'irémie que je ne reviens pas, que bon nombre d'entre vous connaissent. Merci. Alors, merci beaucoup pour toutes ces questions aussi pertinentes qui montrent comment les participants ont vraiment suivi avec attention les différentes présentations. Avant de conclure ces moments, il n'y a pas assez de temps, mais j'aimerais revenir à quelques petites préoccupations. Quels antidiabétiques on peut associer à l'insuline? Bon, il n'y a pas trop de soucis. Tous les antidiabétiques oraux peuvent être associés à l'insuline. Seulement, à chaque association, il faut toujours tenir compte de certaines interactions. Alors, quand vous donnez l'insuline déjà à quelqu'un et qu'il doit aussi recevoir c'est un sulfamidé hypoglycémique, il faut faire attention. Donc, chaque fois que vous associez l'insuline avec un insulinosécréteur, il faut vraiment faire attention parce que les risques d'hypoglycémie deviennent de plus en plus majorés, même des prises de poids. Deuxièmement, lorsque vous devez associer l'insuline avec les analogues, les agonistes des récepteurs de GLP-1, tout simplement parce que les deux sont des injections. Allez-y comprendre déjà, les patients ne tolèrent pas les injections d'insuline. S'il faut encore mettre ensemble des antidiabétiques qui doivent être administrés par voie injectable, là, ça devient quand même un problème. Donc, il y a quand même ces quelques particularités auxquelles il faut toujours tenir compte, mais l'insuline peut être associée donc à n'importe quel antidiabétique. Alors, docteur Ogui a essayé de répondre à ça, s'il faut arrêter les antidiabétiques oraux en cas d'insuffisance rénale. Mais, chers amis, docteur Ogui a donné des pistes, mais docteur Ogui, ce qu'il faut dire aux gens, ce n'est pas pour rien que nous avons dit nous adressons pour un avis dès que la clairance de la créatinine et dès que les stades est déjà à 3B, donc dès que la clairance de la créatinine est inférieur à 45, donc si je comprends, à 45 minutes par minute, il faut déjà adresser votre patient auprès du néphrologue parce que lui, déjà, dès qu'il va regarder, il va comprendre que non, ici, là, voilà les médicaments, tels antidiabétiques oraux, il faut commencer déjà à avoir bien. Voilà, la metformine, en tout cas, il faut déjà stopper. Voilà, peut-être les glitazone, ce n'est pas déjà très bon. Les analogues de GLP-1, attention, tout ça, ils ont des tables bien là qui peuvent déjà vous orienter. Voilà pourquoi nous disons là où vous êtes, même si vous êtes dans un milieu qui est plus reculé, mais aujourd'hui, avec les téléphones, avec les différents forums, vous pouvez toujours poser vos questions et nous pouvons toujours répondre à toutes ces préoccupations-là. Mais ce qui est vrai, beaucoup d'antidiabétiques seront arrêtés, stoppés lorsque il y a une atteinte rénale. Tout dépendra de certains niveaux, mais aussi même l'insuline, quand il faut la prescrire, docteur Ogui l'a déjà dit, attention parce que sa demi-vie va augmenter et donc vous risquez alors d'avoir aussi des équivalents hypoglycémiques. Les liens entre la gastroparésie et la maladie rénale chronique, je ne connais pas, peut-être sûrement il peut toujours y en avoir, mais on n'a pas jeté un coup d'œil sur les papiers qui pouvaient faire peut-être cette corrélation entre la gastroparésie et les stades de la maladie rénale chronique, etc. Mais tout ce qui est vrai, c'est que j'ai aimé la réponse du Dr Ogui, c'est que déjà la maladie rénale diabétique, la néphropathie diabétique s'installe avec le temps. Et donc, la gastroparésie s'installe aussi avec le temps parce qu'en réalité, c'est la complication du diabète sucré. La préoccupation que je vais ajouter ici, c'est pour comprendre que lorsqu'une patiente ou bien un patient présente la gastroparésie, effectivement, il s'est plaint de plénitude, elle a l'impression qu'elle ne digère pas bien, la vidange gastrique commence à poser problème.
nos amis gastro-entérologues, au cours de leur fibroscopie, nous disent souvent ils sont sur un estomac qui est pratiquement paresseux. Et ici, maintenant, il faut commencer à faire attention parce que les traitements, quand vous instaurez, il faut faire très attention. L'insuline, par exemple, on dit qu'il faut toujours administrer ça avant les repas, 30 minutes avant pour les insulines régulières, 5 à 10 minutes pour les analogues rapides, etc. Mais quand il y a une gastroparésie, donc vous allez administrer votre insuline, 30 minutes après, l'insuline va commencer à agir alors que la vidange ne s'est pas encore opérée. Donc, ces malades vont présenter immédiatement les hypoglycémies dans les 30 minutes à 60 minutes qui vont suivre l'administration de l'insuline alors qu'elle avait mangé. Donc, il faut souvent faire très attention avec ça. Et tous les autres médicaments qui agissent par la voie des incrétines, qu'il s'agisse des mimétiques ou bien des modulateurs, c'est-à-dire les inhibiteurs de DPP4 ou bien les analogues des récepteurs de GLP1, tout ça, parce qu'ils ralentissent aussi la vidange gastrique, il faudra faire attention avec ça, donc ils seront probablement contre-indiqués. Donc, si j'interviens, ce n'est pas pour les liens avec les MRC, parce que là, il faudra rechercher un peu s'il y a les papiers par rapport à ça, mais c'était pour apporter votre attention du fait qu'avec la gastroparésie, on peut injecter l'insuline après les repas. Donc, c'est possible, de sorte que l'action commence au moment où l'absorption a déjà commencé aussi. Et donc, voilà, pour vous dire que non, bon, c'est très bien, ça a été très bien, on n'a pas envie vraiment de pouvoir arrêter. Je crois Noël et Ogi, tels qu'ils sont là, vraiment dans la soif de pouvoir transmettre, échanger ensemble. Je vous dis merci parce que vous avez été brillants. Je vous dis merci parce que ça n'a pas été facile. Réunir 3 spécialistes comme ça autour d'une table. En tout cas, il fallait beaucoup de gymnastique pour nous retenir, nous bloquer. Bravo à Shalina qui a pu les faire. Nous avons depuis les réunions préparatives jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Donc, vraiment, bravo à nous tous. J'ai dit bravo à tous les participants. Vous pouvez pas vous imaginer, il y a eu près de 2000 personnes qui nous ont suivis à travers la République. Près de 2000 personnes. Donc, Ogi, Noël, vous avez été suivis par près de 2000. Merci parce que vos interventions ont aidé vraiment la République à pouvoir avancer dans cette prise en charge. Et pour vous montrer comment l'intérêt était là, plus de 200 questions ont été posées. Nous avons répondu à quelques-unes et vous comprenez qu'on ne pouvait pas répondre à tout. Les forums existent dont les différentes questions pourront être abordées prochainement. Et donc, merci à tout le monde, merci aux organisateurs et à la prochaine. Merci.